Là, on est dans la salle de consultation. C'est là que les visiteurs viennent voir les dessins, les 250 000 œuvres. Et donc, vous en voyez certains en boîte. Il y a des réserves tout autour de cette salle aussi. Et donc, on va pouvoir voir quelques dessins pour notre projet sur la Galerie Farnèse. Donc là, avec Anna, on a préparé un portefeuille de dessins d'Annibale Carracci, qui est le maître d'œuvre principal du décor de la Galerie Farnèse à Rome. Et dans notre exposition, on va tâcher de reconstituer en quelque sorte le décor de la Galerie Farnèse qui a été exécuté à la toute fin du XVIe siècle. Et c'est sur la base de ces dessins qu'on va essayer, dans le cadre de notre exposition, de reconstituer une sorte de double graphique pour donner une idée du travail d'un grand atelier autour d'un maître d'œuvre principal, Annibale. Ça, c'est le centre de l'image de la forme. Et cet centre-là est 29 mm sur la droite. Ça marche, ok, très bien. Oui. Hop là. Oui, il ne faut pas se tromper du sens de... Ouais, exactement. Alors, vas-y, déroule à fond et on l'appuie. Annibale, il est originaire de Bologne. Il arrive à Rome à la toute fin du XVIe siècle pour travailler pour un homme encore plus jeune que lui, d'une petite vingtaine d'années, qui s'appelle Odoardo Farnèse. Odoardo Farnèse est un cardinal. Il a été fait cardinal quelques années avant, donc vraiment à sortir de l'adolescence, qui va lui demander d'abord la décoration d'une petite pièce, le Camerino, et après la décoration d'une salle un peu plus grande, la Galerie Farnèse, qu'Annibale va décorer avec son frère, Agostino. Ah, merci Anna. C'est un dessin absolument formidable, vous allez voir, pour plein de raisons, sur son recto et sur son verso, qui nous renseignent à la fois sur comment le décor de la galerie a été pensé, a évolué, et puis aussi comment les Carracci se servaient de leurs dessins. Sur le recto, il y a plein d'indications de la progression des idées. Déjà, on retrouve la décoration des murs, en même temps que la décoration de la voûte. Il essaie plein d'idées et il corrige à mesure ses idées. Et alors, quand on regarde le verso de cette feuille, là, on n'est plus du tout sur des études préparatoires, mais on est sur un petit dessin de paysage très reconnaissable. Un pont à Rome, juste derrière le palais Farnèse, un pont particulièrement important parce que c'est par ce pont que depuis le palais Farnèse, les Carracci ont pu se rendre dans un lieu qui appartenait également au jeune Odoardo, qui est la Farnesina, une villa qui, durant la Renaissance, a été décorée par Raphaël, la Loggia de Psyché, et qui va être un des modèles les plus importants pour les fresques de la Galerie Farnèse. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien ce qui se passe à l'extérieur des murs de l'atelier réinflue finalement sur ce qui va se passer à l'intérieur des murs de l'atelier. En fait, je pense que quand les Carracci arrivent à Rome, ce qui va susciter leur intérêt, leur enthousiasme, ce qui va nourrir leur création, que ce soit pour Annibale comme Agostino, c'est l'émulation très forte
qui devait se faire jour ici, parce que vous avez à cette époque les meilleurs spécialistes de l'Antiquité, les meilleurs antiquaires, qui étudient les sculptures que l'on sort de terre, qui étudient les collections qui ont été amassées par les papes, par les grandes familles romaines. Et donc vous avez ce climat-là qui va nourrir les Carraches, en plus évidemment de ce qu'ils vont pouvoir voir les fresques de Raphaël, évidemment Michel-Ange. Les premiers récits de voyageurs que l'on a à entrer dans la galerie hésitent sur le fait de savoir si la sculpture feinte est bien feinte ou réelle. Et c'est vrai que ça surprend. La réussite illusionniste de cette galerie, elle est due en grande partie à l'excellence d'Annie Ballet dans la manière de penser les lumières, de penser l'éclairage de ce trompe-l'œil. Tous les éléments de sculpture feinte sont représentés tels que des sculptures seraient éclairées par les fenêtres. Et dans cette même logique de donner à voir les lumières, ce qui peut étonner, c'est un jeu parfois de hachures croisées dans certains cas, qui, vu de près, éclatent, vu de loin, se fondent, mais qui permettent, dans la technique, d'agripper les lumières. Les deux éléments qui font nouveauté, c'est d'une part la qualité du trompe-l'œil, cet effet un petit peu de pergola, d'architecture et de sculpture, l'imbrication de tableaux. Et la deuxième chose, c'est la capacité d'Annie Ballet à représenter les expressions du visage, les expressions du corps, de manière parfaitement réaliste. On dit que la méthode des Carraches, elle s'ancre dans l'étude du modèle vivant. On a 301. On monte à 301. Rajoute 10 cm. Et quelqu'un de chaque côté avec 1 mètre pour mesurer, ça ira plus vite. Vous parliez d'études d'après le modèle vivant. En fait, il va beaucoup utiliser l'antique pour faire poser derrière les membres de son atelier d'après les figures qu'il a pu observer. Complètement. Dans l'angle supérieur gauche, vous avez l'esquisse, une esquisse sur laquelle Annie Ballet repasse, qui nous donne à voir l'Hercule Farnèse. C'est une sculpture antique extrêmement célèbre qu'Annie Ballet va beaucoup représenter à la voûte de la galerie Farnèse, qui était à l'époque présentée dans la cour du palais Farnèse. En fait, il va vouloir vérifier que la pose antique en quelque sorte soit correcte. Il va citer l'antique, mais il va faire poser le modèle vivant comme l'antique. Il n'est pas si fragile que ça. Enfin, son problème, c'est pas la fragilité, c'est son poids. Et son poids et sa taille. Il est très grand, il est en plusieurs éléments. Ouais. Et surtout, il peut voyager comme ça. Ouais. À ce niveau-là, c'est tout un élément qui vient se poser, qui est fixé à la résine. Et pour le déplacer, il faut tout d'abord venir lever les éléments au fur et à mesure avec un portique. C'est toute une structure Ouais, bien sûr. qu'il a édifiée. Donc voilà, le temps du belvédère est ici. Génial. Incroyable. Ok, super. On a un socle rond bas, une plateforme, et après on voulait le rehausser. Donc c'est plutôt, je voulais comprendre comment était la base pour faire le podium bas en fait. On a, pour décor de cette galerie, des scènes d'amour. Des scènes d'amour des dieux qui ne sont pas teintées de romantisme béat, mais qui sont des exemples et moralisants dans leur finalité, et franchement moqueurs. Une réflexion sur l'amour, mais une réflexion pleine d'humour, pleine de commentaires drôlatiques, parfois un peu osés. L'humour des Carraches sur cette voûte, il a différents degrés. Le plus bas, un humour franchement potache.
marge du décor, on a des petits graffitis. Aujourd'hui, on ne le ferait pas évidemment et ça nous choque, mais on a là la preuve de combien cette galerie a été visitée tout au long des siècles qui ont suivi les Carraches. Pour moi, ça a été une des surprises parce que c'est vrai que quand on voit des photos de la galerie, elle a quand même été très publiée, on ne voit pas les graffitis. Ils sont partout et ils se rattachent en quelque sorte à ce que font les Carraches dans leurs dessins. C'est vraiment cette idée du dessin impénitent, du dessin à tout instant, dessiner toujours et dessiner n'importe quoi et n'importe où. C'est aussi une façon de participer à cet ensemble. Un petit peu comme Annibale lui-même, dans ses fresques, a cité des motifs célèbres de l'Antiquité pour se les approprier et pour participer de cette histoire. Alors, on est là dans une toute petite pièce qui donne sur la cour, qu'on appelle le camerino. Camerino, la camera da letto, la petite chambre au lit du commanditaire Odoardo Farnèse. Et pour cette petite chambre, pièce privée, c'est l'ancien précepteur de ce tout jeune commanditaire, Fulvio Orsini, qui va travailler avec Annibale pour concevoir le programme du décor de cette voûte. En fait, le précepteur va vouloir un intérêt un peu pédagogique. Et donc, il va imaginer avec l'artiste une combinaison de scènes qui, toutes ensemble, illustrent les vertus qu'un jeune prince se doit de développer. Et ce miroir des vertus du prince va commencer en son centre. Le centre, c'est une peinture sur toile dont l'original aujourd'hui est à Capodimonte. Elle est partie de même que les collections d'antiques avec les Farnèse à Naples. Elle nous montre le choix d'Hercule, l'hésitation du héros entre la vie bonne et la vie mauvaise, Hercule qui est entouré du vice et de la vertu. On est dans cette idée d'élever le jeune commanditaire, moralement, s'entend, de l'appeler à cultiver certaines qualités qui vont pouvoir faire de lui l'égal d'Hercule, l'égal d'Ulysse, l'égal de ces héros. Finalement, il y a un jeu comme ça de migration. L'Hercule a pris le nom Farnèse, l'Hercule Farnèse, et les Farnèse se sont revendiqués comme descendants d'Hercule.